Bienvenue les gars aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui on va tout simplement analyser le chapitre. Oui, c'est bien le chapitre dont je vous parle parce que on n'a pas eu de spoil complémentaire. Pas besoin parce que le chapitre est sorti un jour en avance les gars. C'est ahurissant frère. C'est quelque chose qu'on a très rarement. Donc je suis assez content de voir qu'on va pouvoir tout simplement décortiquer tout ça, comprendre un petit peu les choses. On a des informations au sujet de Gaban les gars et de Sommers. Donc normalement Sommers aurait bel et bien perdu sa main les gars. Effectivement on va pouvoir voir ça aujourd'hui. C'est tout simplement légendaire. Donc là on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais potentiellement que tout va être expliqué dans le chapitre, même si évidemment on va garder une part d'ombre par rapport au pouvoir et tout. On va discuter, j'ai pas mal de théories, je vous en ai déjà parlé hier, donc on va voir ça aujourd'hui. Donc comme d'habitude avant de commencer les gars, on va faire la petite auto-promo comme tous les jours les gars. Donc voilà, rejoignez la team les gars, je vous invite à rejoindre parce que voilà c'est cool. Ça, on discute de One Piece, on parle de plein de choses, donc voilà c'est assez pertinent de rejoindre la team. Vous avez accès à pas mal de choses. Alors, n'hésitez pas à tabasser les likes parce que ça nous aide énormément pour l'algorithme et le référencement. Vous avez le Discord pour se réunir, discuter, parler gaming, parler jeux vidéo, avoir toutes les informations par rapport à One Piece, même au manga, même à plein d'autres choses. Vous avez les liens aussi pour les épisodes de quasiment tous les mangas qui sont présentés sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Et vous avez le Twitter pour avoir les informations en dernière fraîcheur et aussi avoir plein d'autres informations, que ce soit sur le gaming ou sur One Piece. Et pour terminer, vous connaissez les petites souscriptions. Voilà, si jamais vous voulez participer de manière financière, vous savez exactement comment faire. N'hésitez pas, mais faites-le que si vous avez envie et que si vous le pouvez évidemment. Donc voilà, j'ai fait le tour. Let's go pour un chapitre qui s'annonce légendaire. J'ai très hâte de voir tout ça. Donc on est parti les gars pour le chapitre 1148 qui s'appelle Ronia. Je sais qu'il y a plusieurs prononciations mais vous avez capté. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va aller directement direct au chapitre. Ensuite on passera comme d'habitude à l'analyse et aux théories. Donc let's go. Ok les gars, donc on commence avec la mini-aventure de Yamato. Donc voilà, on voit Yamato avec son fameux Kassa. Et aussi on voit tout simplement toutes les personnes qu'elle a rencontrées jusqu'à présent. Quand je dis toutes les personnes, il n'y a pas vraiment tout le monde. Mais en tout cas, il y a Speed, Otama qui est juste derrière. Il y a aussi Raizo et aussi le fameux monstre d'Otama. Et évidemment, on a surtout Page-One et Ulti qui suivent Yamato maintenant, qui ont même une cape arborant le soleil. Donc voilà, des petites références par rapport à tout ça. Ok, donc le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 33e épisode, en route vers Akumai pour remettre à Kamaotsu le chapeau que Otama confiait. Donc ça c'est assez intéressant parce que déjà ça change complètement de la signification qu'on avait dans les spoils. Dans les spoils on parlait carrément de voir Kamaotsu alors que pas du tout. Et aussi, dans les spoils, on pensait que Ulti et Page-One les suivaient en cachette, alors que pas du tout, encore une fois. Ils font bel et bien partie de la garde rapprochée de Yamato, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, on est assez content de voir que les forces de Yamato commencent à prendre du galon. Surtout que peut-être plus tard, on va voir Yamato quitter l'île. Je vous répète ça depuis des semaines, mais je l'espère les gars, on va voir ça très prochainement. Donc voilà, ça c'était pour la petite mini-aventure. On est au 33e épisode. Donc c'est assez intéressant parce qu'on sait pas où Oda va décider d'aller. Ça commence à être un petit peu long tout ça. Donc ça me dérange pas, mais c'est juste en rapport à la moyenne. On dépasse un petit peu la moyenne en termes de durée par rapport aux mini-aventures. Après 33-35, c'est dans la moyenne. Mais bon, ça m'étonnerait que là, d'après les informations, ça se finisse bientôt. Donc on commence avec tout simplement une vue avec voilà les enfants. On voit aussi une flèche de Gunko. Et donc c'est Ronia qui dit, je vais l'appeler comme ça, c'est plus facile pour la prononciation, qui dit « Oh, mes jambes me font bifurquer. Où tu vas? Tu risques de tomber. » Donc voilà, tout le monde l'appelle et elle continue en mode elle rigole genre il n'y a rien d'anormal pour elle. Comment ça se fait? C'est bizarre. Mais ça va, ne t'inquiète pas pour moi, il va. Tout baigne, aucun problème. Ce n'est rien du tout. Je suis mort. Du coup, tout le monde s'inquiète pour elle et dit Ronia. Et voilà, elle est au bord du précipice et tout le monde s'inquiète pour elle parce que je pense que si elle a décidé de faire ça, c'est pas pour rien. Pas pour rien. Donc là, ici, les gars, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais là, Gunko, elle est habillée, donc c'est pas logique parce que normalement, elle est pas habillée. Mais si je me trompe pas, je pense que ces leaks-là en particulier, viennent d'un pays où il y a beaucoup de restrictions au niveau vestimentaire.
documentaire, parce que voilà, c'est destiné aux enfants, ça peut être compréhensible de flouter et de mettre du noir sur certaines parties, surtout pour Gunko. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a ces fameuses pantalons, ce fameux pantalon noir qui est pas cohérent par rapport au début de l'arc. Donc voilà, petite information qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, là on voit Ronia qui est pas bien et qui commence à avoir peur, et tout le monde dit reviens, c'est dangereux, tu es juste au-dessus du royaume des morts. Et là on entend, c'est Gunko qui parle dans l'escargophone et qui dit Summers, le premier enfant est prêt à tomber. Parfait, arrange-toi pour que tout Elbaf entende sa voix. Sur ce, si dans 30 secondes vous n'avez toujours pas pris de décision, je fais chuter le premier môme. Jarl, à la barbe en cime, ordonne professeur de mettre le feu à l'école et à la bibliothèque. Donc là c'est assez intéressant, parce que ça on l'avait pas dans les spoils. Et ce qui est intéressant c'est de mettre le feu à l'école. C'est pas trop grave comme je le disais dans les spoils normaux, parce que voilà c'est du matériel, on s'en fout, on peut reconstruire. Par contre, mettre feu à la bibliothèque, c'est l'une des pires choses qui pourrait arriver, parce que c'est là où le savoir d'Elbaf, le savoir du Allé, le savoir aussi de tout ce qui tourne autour de Ohara est détenu, tu vois. Si on brûle cette bibliothèque, on perd quasiment tout. On perd vraiment tout. Même limite, on a 2 doigts pour le gouvernement mondial de réussir à effacer l'histoire du monde. Donc, c'est quelque chose qu'il peut pas se permettre de faire. Mais voilà, la vie des enfants compte plus que ça. Donc, d'un côté, il faut le faire. D'un côté, si on le fait, on perd plus que... Et du coup, on entend des géants parler qui dit « Il est fou ma parole, Seigneur Jarl, cette bibliothèque abrite les textes que nous ont laissés les générations au cours des millénaires. Mais c'est la vie qui prime. Voyons, tu te rends compte de ce que tu dis ?» Évidemment, c'est vrai que l'histoire d'un devrait être plus importante que la vie pour tout simplement des êtres ultra logiques. Mais nous, on est des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses. Et le plus important, évidemment, c'est la vie. Parce que voilà, on a des sentiments, c'est comme ça. C'est ce qui fait de nous des humains. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont dit exactement comme on pense la même chose. On continue. Ce ne sont pas leurs exigences le problème. C'est la décision qu'on doit prendre, de se soumettre ou pas à ces types. Tu insinues qu'on ferait mieux de laisser mourir nos enfants. Il n'y a personne à proximité d'eux. On doit à tout prix stopper ce jeu absurde. Ensuite, on a Robin, Chopper et Saul qui sont PLS un petit peu. Et du coup, Robin dit toi, Chopper, tu restes ici. Du coup, Chopper est choqué. Et on entend Robin dire c'est trop risqué de les affronter tant qu'on n'a pas cerné leur pouvoir. Mais moi, je ne suis plus en mesure de contrôler mes émotions. Ça, c'est Robin qui fait ça. Évidemment, elle a vu son ami d'enfance se faire soulever, donc effectivement je pense qu'elle va pas pouvoir rester assis comme ça. Ensuite on voit Sommers. Alors l'équipage qui dit tu veux tuer des gosses, mais t'es timbré. Même les pires criminels du monde ne prennent pas d'enfants en otage. Laisse tomber ton baratin, il n'a aucun effet sur moi. Et du coup tout le monde l'insulte de fumier. Effectivement, là le problème c'est vraiment qu'ils sont coincés, vraiment. Là ça va être compliqué de pouvoir pallier à tout ça. Ensuite on a Ripley qui dit Frankie, j'y vais aussi, bien sûr, fais ce qu'il y a à faire. Allons-y tous ensemble, séparons-nous en 2 groupes, ceux qui affrontent les monstres et ceux qui sauvent les enfants. Aux armes, hâtons-nous de rejoindre la route sylvestre numéro 8. Sortez les navires. Direction la RS8. Ah wesh, la RS8, ça c'est propre. J'aime bien. Là, les noms là, j'aime beaucoup. La RS8, les gars. Alors, ensuite, on entend à l'escargophone. Par ailleurs, lorsque vous brûlerez l'école et la bibliothèque, aucun livre ne devra en sortir pour la simple et bonne raison que ce que nous souhaitons détruire, ce sont votre culture et votre histoire. Et là, du coup, on a Robin qui dit sans fleurs et qui crée une main gigantesque et qui envoie une patate, une paume carrément, directement dans la face de Summers. Et cette attaque s'appelle Craspedia, qui est pas mal. Et du coup, on entend les Mugiwara dire Robin, tu es sain et sauf. Fais gaffe à eux, on ne les connaît pas encore bien. Et Robin dit oui, je sais. Et là, on voit du coup une autre technique de Robin qui utilise Quattro Mano. Et Summers qui dit je te reconnais, tu es Nico Ro. Il n'a pas le temps de finir. Et clutch. Et elle utilise du coup ses 4 mains pour pouvoir lui briser la nuque, le dos, tout. Et du coup, on a l'équipage au Japon Bike qui dit bien joué Robin, il a craqué comme il faut. Ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est ce qu'elle se dit dans sa tête. Donc voilà, ce que je vous disais dans les précédents chapitres sur le fait qu'elle pouvait potentiellement connaître tout ça par rapport au Chevalier Divin commence à prendre sens. Donc est-ce qu'elle a vu le pouvoir de Gunko au loin, ce qui est possible, étant donné qu'ils étaient à côté, ou est-ce qu'elle était au courant grâce aux révolutionnaires? Ça aussi, c'est pas impossible. Summers qui dit ah, vous m'entendez Elbaf? Plus que 20 secondes avant la chute du premier otage. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, malgré le fait qu'il s'est fait briser la nuque ou le dos, il continue son message comme si de rien n'était. Donc ça, c'est assez marrant. Et on a Usopp qui dit non, d'un chien, lui aussi, c'est un zombie. Et là, on a donc Robin qui attrape Summers et qui le propulse dans le vide. Et Summers dit à quoi tu joues? Tu ne serais tout de même pas amoureuse de moi. C'est vrai qu'elle l'a pris en mode... Elle l'a vraiment agrippé. Mais je pense que c'est un clone, comme on a pu le voir dans le précédent chapitre. Sérieux, tu as fait le grand saut. Tu veux te suicider ou quoi? Tes sentiments me touchent, mais je n'ai aucune envie de t'accompagner dans l'au-delà.
Robin, qu'est-ce qu'elle fabrique? L'imbécile, elle veut l'entraîner dans sa chute. Je sais parfaitement que tu es immortel et que tu es un homme ronce. Si tes fichues épines invincibles disparaissent, on pourra sauver les enfants. Oh, bravo! Tu t'es donc dit qu'en me précipitant dans le vide, ça mettrait les gamins hors de portée de mon pouvoir. Pas bête la miss. Et du coup, là, il utilise son pouvoir pour la transpercer de toutes parts. Sauf que c'est vraiment magnifique. On voit Robin se faire transpercer dans la tête. Et là, on voit qu'en fait, c'était un clone. Donc là, c'est assez marrant parce que du coup, je me pose des questions sur son pouvoir. On sait que par exemple, quand elle était à Dressrosa, elle s'est fait toucher un de ses membres, mais une extension de ses membres, c'était pas son vrai bras. Mais elle a quand même été transformée en jouet. Et pareil, à Wano, elle s'est fait blesser sur son corps gigantesque, ou je crois que c'était ses mains gigantesques, et elle a ressenti la douleur. Sauf que là, elle se fait transpercer de toutes parts. Au final, elle n'a pas du tout été blessée. Donc, à voir comment ça se fait. Je pense qu'il y a une explication derrière tout ça. Et on a Summers qui dit, ouais, elle a disparu, elle avait vraiment tout prévu. Quelle classe, Robin, j'en ai la chair de poule. Mince, même avec un couteau, je n'arrive pas à défaire vos liens. Ce qui veut dire qu'il va aussi falloir neutraliser la fille pour retrouver notre liberté. Plus que 10 secondes, c'est encore lui. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que les liens de Gunko sont quasiment indestructible, tu vois. Ça, c'est assez ouf. Même un couteau ne peut pas le couper, donc ça doit être vraiment quelque chose qu'on peut pas dénouer. Ça doit être en lien avec le côté probabilité, tu vois. Quand il y a quelque chose qui a été énoncé, on peut pas le changer, donc les liens, vu qu'ils ont été attachés de manière volontaire, ne peuvent pas être détachés. Bon, à voir. C'est pas une certitude, mais à voir. J'ai besoin d'une réponse, Jarl. Gunko, fais-leur écouter la voix de la gamine. Et du coup, là, je pense qu'ils vont commencer à paniquer. Dis quelque chose. Seigneur Jarl, Ronia, j'adore l'école. J'y ai plein d'amis. Et du coup, tout le monde est en train de courir pour essayer de la sauver. Ronia, c'est ma fille. Et je pense qu'elle s'appelle vraiment Ronia maintenant que j'y pense, parce que les J, ça se prononce comme un Y. Comme Jarl, tu vois. Ça s'écrit Jarl, mais ça se dit Jarl. Donc, Ronja, ça le fait pas. Donc Ronia, c'est quand même mieux. Et du coup, le message de Ronia continue et elle dit « Et j'adore la bibliothèque aussi ». Et du coup, tous les géants disent « On va la tirer de là ». Et le message de Ronia continue « Parce que les livres nous enseignent un tas de choses sur le monde et mes professeurs m'ont appris qu'il ne fallait pas importuner les gens et qu'il ne fallait pas leur faire des trucs qu'ils n'aimaient pas. Si l'école et la bibliothèque doivent disparaître pour que j'ai la vie sauve, je pense que ça embêtera tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je tombe, Seigneur Jarl. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai toujours eu de la chance. Ça va aller. Voilà. Là, c'est fort. Là, c'est fort. Là, je m'y attendais pas, les gars. Là, ça m'a touché. Allez, franchement, comme quoi les héros ne portent pas tous des capes. Là, c'est vraiment une singerie. Je vous avais dit que je savais pas, quand on a eu juste les spoils hier, pourquoi le chapitre s'appelait comme ça et qu'on va avoir une révélation par rapport à ça parce que Oda ne met jamais un titre au hasard. Et ben, on comprend vraiment pourquoi. Elle mérite d'avoir son prénom dans le titre. Je suis abasourdi, c'est vraiment une légende. Pour moi, je la mets dans les top personnages d'Elbaf. Vraiment. Le courage, la prestance. Non, c'est vraiment fort. Et Summers qui jouit de la situation et qui fait son décompte 3, 2, 1. Et du coup, Jarl qui pleure en disant « Ange, mets le feu à l'école ». Et tout le monde dit « Seigneur Jarl ». Donc voilà, là pour moi, c'est clairement une démonstration et aussi une invalidation complète du fameux traître. Vous vous rappelez, beaucoup de personnes pensaient que Jarl était le fameux traître sur Elbaf, étant donné qu'on en a eu à Egged, à Wano, même avant. Et ben là, pour moi, on a vraiment, mais vraiment, une invalidation complète de cette théorie. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a beaucoup de théories qu'on va pouvoir écarter grâce à ce chapitre. Jarl ne peut pas être mauvais à cause de ça. Et je pense encore une fois que la mauvaise personne, potentiellement, je dis bien potentiellement, pourrait être le roi Harald. Même si, dans les flashbacks, on ne sait pas encore. Donc voilà, on arrive sur la double page magnifique de fin de chapitre. Et là, on voit tout simplement la suite du message de Jarl qui dit « Et incendie la bibliothèque ». Et Ange pleure en disant « Entendu ». La réaction de Ange me fait penser quand même qu'elle fait vraiment partie des géants et pas du tout des chevaliers divins. Donc voilà, encore une théorie qu'on va pouvoir écarter. Pas forcément invalider, mais écarter grandement parce qu'il y a très peu de chances qu'elle se réalise suite à la scène qu'on vient de voir tout simplement. Donc voilà, on voit Saul qui pleure, Robin qui pleure, Ange qui pleure, je crois Nami pleure, tout le monde pleure. Je suis à deux doigts de pleurer aussi. Mais voilà, effectivement, c'était magnifique. Donc là, on voit tout simplement Summers qui rigole, qui dit « Tu tires une de ces tronches, Nico Robin. Arrête ça tout de suite. Va-t'en, Robin, fais quelque chose. » Et on voit Robin qui commence à crier, qui est bel et bien emprisonné. Donc ça, c'est compliqué pour la suite des événements parce que à part Gaban, il ne reste plus personne
à proximité. Ah, peut-être Luffy Loki qui pourra arriver comme ça de nulle part, hein, c'est très très probable. Et là, on voit un mec qui a couru à toute vitesse pour attaquer le plus rapidement possible. Et on voit le bras de Sommers tomber au sol. Et du coup, Sommers est choqué et il dit « Tiens, mon bras ne repousse pas. » Et du coup, on voit un message qui dit « Ça fait un bail. » Et là, Sommers est choqué, disant « Scooper Gaban !» Et là, Gaban en profite pour lui asséner un deuxième coup. Donc voilà, on voit quelques petits éclairs. On peut pas attribuer ça à du Haki des rois pour l'instant, on sait pas. Mais bon, il y a bel et bien du Haki et potentiellement quelque chose d'autre qui permet de pouvoir toucher les chevaliers divins. Donc à voir, c'est pas encore une certitude, mais peut-être qu'on aura une explication plus tard. Et là, on voit le visage de Scooper Gaban comme on le rêvait. C'est vraiment ce visage-là qu'on attendait tous. Parce que la présentation, elle était un petit peu en mode hilarante, drôle. Là, on a vraiment quelque chose de bien bresson, bien puissant. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Donc vraiment, une double page qu'on attendait avec impatience. Donc voilà, on va faire un petit tour sur l'analyse. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc le mieux c'est qu'on y aille. Je vais vous détailler tout ce que j'ai retenu de ce chapitre, mais à la fin, évidemment, je ferai les petites théories comme on a l'habitude de faire. Donc déjà, premièrement, Ronia, franchement, c'est une masterclass, les gars. L'introduction d'un personnage aussi lambda, aussi banal que ça, qui peut être aussi légendaire. Comme quoi, la narration d'Oda, des fois, elle est vraiment magistrale. Elle peut te transformer des personnages auxquels on s'attend pas du tout en personnages vraiment banger. Hein. Franchement, elle est dans mon top 5 des meilleurs personnages d'Elbaf parce que, franchement, loyauté, dignité, courage, non franchement là c'est légendaire. J'ai beaucoup aimé, je comprends pourquoi il a mis ça comme titre et comme je vous l'ai dit, Oda adore utiliser plusieurs types de narration en fonction des chapitres. Par exemple là on va être sur un chapitre émotion avec de la tristesse tout au long pour finir avec voilà l'apparition de Gaban, donc on repart sur de la joie, de la détermination et aussi sur le fait que voilà on voulait les voir payer pour toute la souffrance qu'ils ont causée et au final on a été récompensé en cette fin de chapitre avec cette magnifique double page. Et voilà, Oda a l'habitude des fois de mettre des chapitres narratifs au niveau des révélations, des théories, ou sinon des combats, etc. etc. Tu vois, il utilise plusieurs, et là, pour moi, c'est vraiment chapitre émotion. Si vous en voulez un autre chapitre émotion, je pense le dernier en date, ça devait être celui de Robin, quand elle a revu Saul, simplement sur la plage, avec la scène magnifique. Mais en tout cas, vraiment très très fort en termes d'émotion, c'était vraiment lourd. Donc là, je voulais vous parler aussi des théories invalidées, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de théories sur le net qui, grâce à ce chapitre, vont être totalement invalidées, on va pouvoir les écarter, les oublier et prioriser d'autres théories qui sont pour moi plus pertinentes. Donc déjà, première théorie, c'est celle que je vous disais par rapport à Jarl. Jarl, les gars, il y a une théorie qui dit que potentiellement ça pourrait être le traître. Vous connaissez la mécanique des traîtres avec Oda, il aime bien mettre des traîtres dans les deux camps, que ce soit Egghead ou Wano, même avant, il avait déjà utilisé ça plein de fois. Et du coup, là, pour nous, beaucoup de gens pensaient que Jarl pouvait être le traître mauvais qui pouvait être allié au gouvernement mondial, au Gorosei, et qu'il aurait, entre guillemets, fomenté le fameux assassinat du roi Harald. Et là, pour moi, c'est totalement le contraire. J'ai l'impression que Jarl, c'est vraiment un bon gars et que potentiellement, c'est le roi Harald qui avait peut-être des liens un peu étroits, bizarres avec les chevaliers divins. On a vu que les chevaliers divins n'arrêtaient pas de parler de lui. Donc, ça me conforte dans ce sens-là, même si en vrai, dans les flashbacks, il a l'air d'être personne respectable. Après, on connaît pas tout, on n'a pas tout l'envers du décor. Ça peut être un entre-deux, comme on a souvent l'habitude, hein, moitié gentil, moitié méchant. Donc, à voir. Donc ça, première théorie invalidée. Deuxième théorie invalidée, les gars, c'est la théorie du fait que le pouvoir d'Im-sama serait fragmenté en plusieurs personnes. À l'époque, c'était les Gorosei, mais au vu du pouvoir qu'on a vu grâce au Chevalier Divin, beaucoup de personnes pensaient que voilà, Im-sama donnait un morceau de son pouvoir, un peu comme Voldemort avec les Horcruxes là. Vu que Egghead, le robot géant Emmet, a attaqué avec l'attaque de Joey Boy, les Gorosei, on a vu Im-sama trembler de peur et du coup, les gens ont pensé que cette attaque atteignait directement Im-sama, tu vois. Et qu'en fait, tous les Gorosei et potentiellement les Chevaliers Divins pourraient être en fait des clones de Im-sama et que en fait c'est une seule et même entité. Je pense que la fusion de tout le monde, c'est pas impossible. Je pense que si on pourrait avoir ça m'étonnerait pas. Mais je pense que la théorie du fait que les Gorosei ou même les Chevaliers Divins n'ont pas de personnalité propre, ça pour moi, c'est impossible. C'est impossible grâce à ce chapitre parce qu'on vient de voir que il a bel et bien un corps, il a bel et bien perdu sa main. Jusqu'à preuve du contraire, on verra dans le prochain chapitre. Mais voilà, du coup, ça, c'est pour moi une des théories qu'on peut écarter. Donc ça fait plaisir. Donc là, on va revenir sur une autre théorie par rapport au Gorosei.
qui a été invalidée, c'est voilà la fameuse théorie sur le fait que c'était à peu près la même chose que j'ai dit tout à l'heure. C'était 2 théories en une. Il y avait une théorie qui disait que Imu, c'était elle qui prenait les dégâts, mais du coup là on voit dans le chapitre que Imu ne prend pas les dégâts étant donné qu'il a bel et bien perdu son bras. Et l'autre théorie, c'était que le Gorosei et Imu étaient tout simplement la même chose, la même entité. Ça, pour moi, ça a été éliminé encore une fois, parce qu'on voit que Summers agit, entre guillemets, lui-même, tout seul, d'après ce que je vois. Après, comme j'ai dit, je les invalide, je les mets de côté parce qu'elles deviennent moins probables, mais peut-être sur un malentendu, elles peuvent revenir sur le tapis. Mais je préfère voilà les écarter pour l'instant. Donc ça, c'était pour les théories à écarter. Ensuite, on va parler du pouvoir de Gaban. Donc là, Gaban, en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, les gars. C'est que cette immortalité pourrait venir de beaucoup de choses. On a entendu parler de l'abysse, donc les fameux cercles d'invocation. On a entendu parler de la marque. Pour aller dans l'abysse, il faut avoir une marque. On a entendu parler aussi de la télépathie et aussi de l'immortalité. Tout ça, c'est des mécaniques qui ont été mis en place depuis l'apparition du Gorosei à Egghead, et c'est des choses qui pour moi sont uniques et sont connectées entre elles, parce que c'est des choses qui n'étaient pas présentes dans le reste du manga. Ils sont apparus à ce moment-là, et les utilisateurs c'était toujours les mêmes. Gorosei, cercle magique, télépathie, immortalité. Et là en fait, j'étais en train de me dire un truc, c'est peut-être que en fait, pour être immortel, il faut avoir une connexion avec la marque, connexion avec le royaume des démons, la dimension parallèle des démons, hein. On sait que Vegapunk a émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une dimension parallèle, d'où vient justement les fruits du démon, d'où vient les rêves qui ont donné réalité aux fruits du démon. Donc en fait, je me dis que peut-être pour les battre, il fallait effacer cette marque, et peut-être que Gaban, c'est ce qu'il a réussi à faire. Peut-être qu'il a utilisé son acquis du futur pour découvrir cette marque et pouvoir d'une certaine manière la détruire, ce qui a désactivé l'immortalité. Ça, c'est une des choses. Je vous ai donné énormément de théories, on peut tout imaginer, mais celle-là pour moi c'est la plus probable, dans le sens où voilà, cette marque a été énoncée, cette marque est en lien avec l'abysse. L'abysse, voilà, il y a les flammes noires, c'est exactement les mêmes que quand une personne se régénère, tu vois, une personne comme les chevaliers divins ou autres. Donc je garde cette théorie en place, on verra un petit peu dans le prochain chapitre, je pense qu'on aura plus de révélations, mais là actuellement on peut que rester sur notre fin étant donné qu'on n'a pas plus de choses. Donc voilà, ensuite au niveau du bras de Summers, moi il y a quand même quelque chose qui me choque, c'est sa réaction, comme j'ai déjà dit. Franchement, il agit un peu bizarrement. Il est là, il regarde son bras, il dit tiens, c'est pas normal, ça se régénère pas. Ok, c'est vrai qu'il a l'habitude de se faire couper les bras, les membres et tout, et de le voir se régénérer, donc peut-être que ça ne l'a pas choqué, mais moi ça me choque personnellement de voir quelqu'un réagir comme ça en mode ça se régénère pas, tu vois. Au contraire, moi si j'ai l'habitude que ça se régénère et que ça se régénère pas là cette fois, je commence à paniquer de fou, tu vois. Et en plus, il panique après, mais on sait pas s'il panique parce qu'il a vu tout simplement notre ami Gaban, ou s'il panique parce qu'il sait que son bras ne va pas repousser. Et comme j'ai déjà dit, peut-être que s'il remet la marque, comme j'ai énoncé juste avant, peut-être que s'il remet la marque, peut-être qu'il va pouvoir récupérer son bras. C'est quelque chose qui est potentiellement possible à voir, mais c'est pas une certitude. On a vu que les Gorosei avaient tout simplement des cicatrices, donc potentiellement que c'est des choses qui peuvent se réaliser. Donc voilà. Et pour terminer, je voulais parler du level des chevaliers divins qui est pour moi colossal. Donc en termes de puissance, on voit qu'ils sont capables de mettre à mal la totalité des Mugiwara, hormis Zoro, Sanji et Luffy. Donc ça montre tout simplement que pour moi, pour pouvoir battre tous ces Mugiwara, il faut au minimum avoir le level de Zoro. Donc si tous les chevaliers divins ont le level de Zoro, ça commence à faire un peu flipper, étant donné que là on a quand même des personnes immortelles et en plus très très puissantes. Donc à prendre avec des pincettes, mais c'est des choses qui pour moi sont colossales et qui sont à garder en tête. Donc voilà, le level des chevaliers divins, c'est quelque chose qui va mettre à mal les Mugiwara, mais aussi les géants et tout l'arc d'Elbaf. Mais depuis que Gaban a coupé le bras de Summers, je suis vraiment en train de me dire que bah en fait si Gaban est capable de faire ça, bah il va pouvoir battre limite tout seul tous les autres chevaliers divins, et bah Elbaf c'est fini quoi. En fait c'est bon, on a fini Elbaf et là on peut retourner sur le nouveau monde parce que on s'est débarrassé des ennemis, on va libérer le peuple et basta. Moi je pense que ça peut pas se finir comme ça, je pense que c'est trop facile et que si ça se finit comme ça, Elbaf sera un arc moins bien que Egghead par exemple, alors que Egghead est un arc de transition, ce qui n'est pas compatible. Donc moi j'ai l'impression que peut-être que certains chevaliers divins vont périr sur cette île, à raison étant donné que voilà c'est des ordures, mais je pense que potentiellement on pourrait appeler du renfort, et cette fois-ci peut-être du renfort très très puissant. Si Shamrock revient sur l'île, voilà, à part Luffy ou à part
par Loki, je vois pas qui pourrait le battre. Et même Loki, je commence à avoir du mal. Hein. Si Loki s'est fait battre par Shanks, Shamrock, il m'a l'air quand même un petit peu plus puissant que Shanks. Hein. Si tu ajoutes l'immortalité, si tu ajoutes le fruit du Cerbère, potentiellement un autre fruit, peut-être aussi le sang des Figarland, le haki des héros, etc., etc. Je pense que là, ça va être compliqué de le battre, même pour Luffy. Hein. Donc pour moi, c'est ça vers quoi l'arc d'Elba va se diriger, vers une guerre totale. Là, on va réussir à battre, on va dire, les hommes, les rookies, là, les sbires, et ensuite on va se diriger vers quelque chose de plus colossal, et peut-être on pourra voir Gorosei, peut-être quelque chose d'autre, hein, on sait pas encore, mais c'est quelque chose de possible. Là, ce qui serait pas mal, c'est de regarder tout simplement le nom des Gorosei, parce que je sais que par exemple Saturne, c'était le dieu de la science et de la défense, et peut-être qu'il y a un dieu parmi les Gorosei qui, lui, a un titre qui serait peut-être relations politiques, etc., etc. Et ce sera peut-être ce Gorosei qui viendrait avec certains chevaliers divins, ou tous les chevaliers divins, pour conquérir Elbaf. Et s'en suivrait une guerre totale. Peut-être que Luffy serait mis à mal et à deux doigts de perdre, et peut-être que Shanks pourrait arriver sur Elbaf pour défendre son territoire, et ce qui permettrait au Gorosei de partir, parce que logiquement, il se dirait, bon, 2 empereurs, ça fait beaucoup là, non? Et il partirait tout simplement sur Marijois et se dirait tout simplement que c'est trop compliqué pour vraiment se concentrer là-dessus. Donc voilà, ça je vais terminer sur ça, juste pour la team YouTube, la team Twitch bougez pas parce que voilà on va continuer. Mais pour la team YouTube c'est terminé les gars, on aura fait une grosse analyse, grosse réact par rapport à tout ça, mais pour moi elle a été ultra pertinente parce que voilà il y a beaucoup de choses qu'on a pu traiter et c'est des choses qui je pense vont permettre à chacun de se faire une opinion par rapport à tout ça, donc n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, n'hésitez pas même à tabasser les likes, ça vous aide énormément. Rejoignez la team les gars, on est bien ici, on rigole bien, on partage nos théories, on discute de plein de choses, donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez le Twitter pour avoir les spoils, pour avoir énormément d'annonces au sujet de One Piece, plein d'autres choses, hein, que ce soit le gaming, là il y a GTA 6 qui a sorti son nouveau trailer qui est superbe les gars, vraiment magnifique, qui tourne sur PS5, c'est une singerie, ça veut dire que ça va vraiment être légendaire. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai publié plein d'autres choses. Vous avez le Discord aussi où je relate toutes les informations, je me connecte pour discuter avec la commu et tout, donc n'hésitez pas. Et je pense avoir fait le tour pour cette auto-promo. Donc n'hésitez pas les gars, merci encore à tous ceux qui soutiennent, franchement un gros GG à vous, vous êtes les boss. Et aussi, là ce qu'on va faire, c'est tout simplement se quitter et se retrouver très bientôt. Vous avez le live Pimento qui arrive aussi ce week-end, samedi 21h, soyez au rendez-vous. Il va y avoir un gros événement sur YouTube les gars, donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous laisse sur ça. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt.